Ici Marie-Ève Dupré. Bienvenue au balado Liberté planifiée présenté par Sidaros et Associés IG Gestion privée de patrimoine, votre cabinet en planification financière. Au fil des épisodes, Fadi Sidaros et moi parlerons finances d'une façon différente. Nous toucherons la planification de la gestion et du patrimoine, l'atténuation fiscale, la planification successorale, l'indépendance financière, la gestion de risques et encore plus. Dans l'épisode d'aujourd'hui, l'argent comme un levier financier et pas comme une fin. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est on ne veut pas être prisonnier de devoir à tout prix faire de l'argent. Bonjour Fadi. Salut. On va commencer en parlant aux entrepreneurs et parler liberté financière. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Bien, la liberté financière, ça signifie quelque chose de différent pour bien des gens, mais pour les entrepreneurs, il y a un aspect un peu plus inconnu. Je fais l'analogie avec quelqu'un qui travaille pour une grande entreprise ou le gouvernement. On sait à peu près vers quel âge on va prendre notre retraite parce que le système nous le dit. On sait à peu près combien on va recevoir en fonds de pension. Il y a des éléments qui sont déjà prédéfinis pour nous. Un entrepreneur, c'est une page blanche que lui va construire à travers les années. Donc, la liberté financière va aussi avec deux éléments principaux. Le personnel, donc à quel moment il veut l'avoir personnellement par rapport à l'âge de ses enfants, par rapport à la situation familiale. Mais il y a aussi un élément qui est un élément assez important. Qu'est-ce que je fais avec mon entreprise? Est-ce que je vais avoir la capacité de la vendre? Pas sûr. On en parle souvent présentement qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne trouvent pas de relève, qu'il n'y a pas nécessairement d'acheteurs au rendez-vous tout le temps. Donc, il y a cet aspect-là. Est-ce que j'ai mis tous mes œufs dans le même panier par rapport à mon entreprise? J'ai eu la chance de pouvoir diversifier? Est-ce que j'ai créé les structures en amont pour me permettre cette liberté financière-là? Fait qu'il y a un aspect un petit peu complexe qui demande une réflexion un peu plus grande. Puis la différence, c'est que l'entrepreneur il est à 200 000 à l'heure. C'est que des fois, il ne s'arrête pas pour se poser ces questions. Il faut la poser la question parce que ça se peut que, ça, comme tu le disais, ça n'arrive pas. Il y a beaucoup d'insécurité quand on est un entrepreneur. Pourquoi il y a plein de gens qui gagnent bien leur vie, mais qui, malgré tout, se sentent prisonniers? Oui. Il peut y avoir de l'insécurité. Je pense souvent à mon beau-père qui est plus parmi nous, mais il était entrepreneur toute sa vie. Il a créé une très, très belle entreprise qui existe encore aujourd'hui, qui a eu des repreneurs qui ont racheté l'entreprise. Puis il disait, il a bien vendu à la fin de l'histoire, mais entre l'année 1 et l'année 25 où il a vendu, il y a toujours eu de l'incertitude. Puis il a toujours senti que peut-être qu'il allait fermer ou il y avait quelque chose qui allait arriver. Il était dans l'alimentaire. Est-ce qu'il va y avoir un problème? Est-ce qu'on ne pourra plus exporter? Est-ce qu'il va y avoir... il y avait eu l'époque de la vache folle, des trucs comme ça. C'est que cette incertitude-là, elle n'est pas juste par rapport à la retraite ou à la liberté financière, mais elle se retrouve à plusieurs endroits. Puis souvent, on oublie qu'une entreprise, oui, il y a une organisation autour de l'entreprise. Il y a des gens, c'est rarement une seule personne, mais le leader, c'est l'entrepreneur. Qu'est-ce qui arrive si on l'enlève 1 an, si on l'enlève 6 mois, si on l'enlève plus longtemps? Parce qu'il doit s'occuper de d'autres priorités familiales ou lui-même, il doit s'occuper de sa santé. C'est que la liberté financière, on peut l'avoir, mais on n'est pas obligé de la saisir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas... Pour moi, la liberté financière, c'est le pouvoir du choix. Je peux prendre une autre direction, parce qu'on travaille tous pour payer l'hypothèque, on travaille tous pour payer l'épicerie. À un moment donné, si on pouvait travailler pas par besoin, mais par envie, mais là, c'est à ce moment-là, je peux dire, regarde, j'ai ma liberté financière. Si jamais il arrivait quelque chose, je peux changer une direction. Je peux changer de direction facilement. Je suis agile. J'ai un plan de contingence dans l'entreprise. J'ai réussi à bâtir un fonds familial assez important que mon futur personnel ne dépend plus seulement de l'entreprise. Et qu'il y a tellement d'aspects personnels, financiers, santé qui vient dans la gestion de patrimoine, puis dans dessiner ce plan-là. Parce que il faut le dessiner. Puis, encore une fois, c'est pas un long fleuve tranquille dans le sens où
il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais on peut mettre des éléments, des plans de contingence, qu'on sait déjà ce qui peut se passer. Donc, adressons-les. Puis le défi, c'est de le faire tout seul dans son coin, comme entrepreneur, puis se dire, il n'y a personne qui se lève le matin puis se dire, je vais challenger ma sécurité financière, je vais valider si j'ai les meilleures structures corporatives pour me permettre de sortir de l'argent de l'entreprise de façon fiscalement rentable. C'est pas des questions parce qu'ils sont dedans. Ils ont vraiment, sont dans leur bulle. L'objectif, c'est un peu péter la bulle, puis dire, regarde, on regarde-tu ces éléments-là? Parce que tout ce que tu bâtis, est-ce que tu en connais l'hypothèse du résultat? Puis souvent, les entrepreneurs vont dire, ben non. Ils ne savent même pas c'est quoi la valeur de leur entreprise. Ils ont une idée de la valeur de leur entreprise, mais ils ne l'ont jamais validée. Donc, l'idée, c'est de se faire des scénarios, puis aussi peut-être de réfléchir à, tu sais, on t'a parlé de sécurité, tu as parlé aussi de contrôle. Les entrepreneurs aiment ça avoir le contrôle. Oui. Comment on fait pour savoir qu'on est en train de perdre le contrôle? Est-ce qu'il y a des red flags qui apparaissent qu'il faut qu'on garde en tête? Bien, je pense que la concentration de l'attention, c'est-à-dire les entrepreneurs, ils ont des forces et des faiblesses. Et souvent, ils vont vraiment canaliser sur leurs forces. Des fois, c'est la vision, des fois, c'est l'ingénierie, des fois, c'est justement la résolution de problèmes. Puis c'est un peu tout ça en même temps. Mais souvent, ce qu'ils négligent le plus, c'est leur situation personnelle. C'est que l'objectif, c'est de dire, c'est quand la dernière fois tu t'es regardé dans le miroir, puis tu as fait un deep dive, une plongée profonde pour dire, OK, c'est quoi ma situation actuelle? Ça fait 10 ans que je bûche dans mon entreprise. Puis souvent, je sais qu'ils n'ont pas perdu le contrôle, mais ils ne sont pas en contrôle. C'est quand je pose des questions, puis il y a un gros point d'interrogation dans leur visage, parce que moi, je vais poser des questions qui ne sont pas évidentes, des questions qui vont créer des hypothèses. Qu'est-ce qui arrive si ça se passe? Ça peut être insécurisant. Ça peut être insécurisant, mais rapidement, encore une fois, une des forces des entrepreneurs, c'est leur pouvoir décisionnel. C'est souvent des gens que lorsqu'ils comprennent, ils prennent acte. Donc, souvent, c'est par manque d'information. C'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, c'est parce qu'ils ne savaient pas. Parce qu'ils sont entourés de gens qui sont souvent transactionnels et non consultatifs. C'est que le principe de gestion de patrimoine, de liberté financière, c'est un processus consultatif. C'est un processus de discussion. J'ai pas raison, t'as pas tort, on a chacun nos connaissances, puis ensemble, en tant que partenaire, on va découvrir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis je pense que ce processus-là crée des choses incroyables à la fin de la journée, puis ça redonne le pouvoir. Fait qu'au lieu d'ignorer la question financière, ça redonne le pouvoir à l'entrepreneur de reprendre le contrôle, maintenant en connaissance de cause. Mais encore faut-il s'entourer des bonnes personnes. Oui. Comment on fait pour trouver les gens qu'il faut qu'ils soient dans notre entourage, puis qui nous posent justement ces bonnes questions-là, qui nous pètent notre bulle, comme tu le disais tantôt? C'est pas évident. Je pense que ça revient à toutes les relations importantes de notre vie, que ce soit notre conjointe, comment on fait pour rencontrer l'âme sœur. Je pense que ça demande d'établir c'est quoi qu'on recherche. Parce que souvent, on va avoir quelqu'un qui va venir nous rencontrer. Lui, il a une intention en tant que fournisseur de services. Mais moi, est-ce que j'ai une intention? Est-ce que j'ai une vision de ce que moi, je recherche? Donc, ça demande une réflexion en amont. Avant de rencontrer, commencer à, on va dire, magasiner ou plus comprendre ce qu'on recherche. Ça demande une réflexion, introspection, de dire, OK, moi, je suis rendu dans ma vie. C'est quoi les angles morts que je pense que je dois fermer ou découvrir, puis trouver des solutions. Puis une fois qu'on rencontre quelqu'un, ben c'est rapidement, soyons consultatifs nous-mêmes en tant que clients. Ne cherchons pas seulement le prix, ne cherchons pas seulement ce qu'on connaît, mais allons un petit peu plus creux. Puis aussi, une des choses qui est intéressante, c'est le référencement. Moi, 100% de ma clientèle est venue par référence. Je ne suis pas quelqu'un qui fait de la publicité, je suis pas quelqu'un... J'essaie d'être à l'extérieur avec le balado, mais c'est toujours pour amener de l'information. Pourquoi la référence, c'est important? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a testé avant nous. C'est de poser ces mêmes questions-là à celui qui nous a référé, de dire « T'as-tu parlé de ça? Y a-tu fait ça avec toi? » C'est quoi les fréquences aussi?
Est-ce qu'on t'offre quelque chose, t'achètes et on ne se revoit plus? Fini, Ou il y a une suite logique? Est-ce qu'il y a un leader aussi dans la conversation? Puis l'entrepreneur, là, il est prêt à remettre les clés du contrôle à condition que la personne en avant de lui donne le sentiment de confiance. Je pense qu'en tant que conseiller dans le monde entrepreneurial, il faut donner cette confiance-là. Puis la confiance, ce n'est pas la confiance dans le conseiller, c'est dans la confiance en moi en tant que client que je fais affaire avec quelqu'un qui est compétent puis qui va m'amener ailleurs. Même, est-ce que je peux utiliser le thème même partenaire? Parce que, à quelque part, la personne, quand tu vas chercher de l'aide ou des conseils, il devient un petit peu ton partenaire d'une certaine façon. Absolument. Puis pas juste ça, c'est qu'il devient un partenaire, un business thinker, quelqu'un avec qui tu peux challenger des sujets qui ne sont pas toujours en rapport avec la finance. Puis aussi, tu ne fais pas affaire avec une institution financière. C'est-à-dire, moi, je travaille pour une grande institution financière, mais j'ai ma pratique, j'ai mon identité. C'est que souvent, les gens vont dire, moi, je fais affaire avec Desjardins ou je fais affaire avec telle institution. Oui, mais tu ne fais pas affaire avec une institution financière. Tu fais affaire avec un être humain. Le conseiller que tu as besoin en tant qu'entrepreneur, il ne gère pas les comptes chèques. Là. Okay? C'est l'institution qui gère les comptes chèques. Tu veux travailler avec quelqu'un que tu vas avoir une relation de conseil avec. C'est vraiment ce que les gens devraient rechercher. Puis c'est pas évident. C'est pas évident parce que je dis souvent que le monde financier est un peu paresseux du fait que tout le monde dit qu'il fait des plans, mais à la fin de la journée, si on essaie de te vendre une carte de crédit, peut-être la personne avant de toi ne fait pas des plans. La question, c'est toujours de dire, quand j'ai fini ma première rencontre, un des signes que tu as la bonne personne, là, c'est à la fin de la première rencontre, là, tu pars avec beaucoup de questions, beaucoup de réflexions à faire. Oh, on ne m'avait jamais dit ça avant. Pourquoi on ne m'a jamais demandé ça avant? Ah, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est pas des réponses que tu devrais avoir à la première rencontre. Puis souvent, les conseillers ou dans d'autres domaines, les vendeurs vont être dans un processus de donner des solutions, donner des réponses. Dans un processus consultatif, dans un processus holistique, c'est plus de dire, regarde, on va prendre le temps de comprendre la situation. Je vais te challenger sur des sujets que je ne vais pas te donner des réponses tout de suite parce que je ne suis pas habilité à te les donner tout de suite parce qu'il faut que j'aille un petit peu plus creux. Donc, le diagnostic que le médecin ou le conseiller doit faire, ben c'est en écoutant et pas en parlant. C'est bien dit, ça. Est-ce que aussi, ça fait en sorte que l'entrepreneur va se sentir moins seul? Parce que souvent, être entrepreneur, c'est beaucoup être dans sa tête, beaucoup être dans ses décisions, beaucoup prendre les guides. Puis, tu sais, de faire confiance à quelqu'un qui va venir te challenger, c'est se sentir aussi peut-être un peu appuyé. C'est la grande solitude, souvent, je dis, comme entrepreneur. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas partager avec nos employés. Il y a des choses qu'on ne veut pas partager avec notre conjointe pour pas la stresser, l'inquiéter. Puis tu dis, là, ma réflexion n'est pas faite, là, je sais que ça. Puis comme entrepreneur, on est un peu une bébite en soi, dans le sens où on se comprend entre entrepreneurs, mais des fois, l'environnement extérieur ne comprend pas nécessairement les défis qu'on a. C'est qu'ils sont souvent là pour donner des conseils, pour nous protéger, mais pas pour nécessairement nous faire grandir. C'est que d'avoir quelqu'un qui est un peu à l'extérieur de l'écosystème immédiat, mais que tu as une relation, tu sais que quand tu l'appelles, il ne faut pas que tu lui expliques ta vie parce qu'il la connaît déjà, c'est des fois juste assez. Pas pour qu'il te donne encore une fois la réponse, mais qu'il t'aide à trouver ta réponse. Puis de venir valider aussi, OK, si tu prends cette décision-là, c'est quoi l'impact? T'sais, on parle de liberté financière, tu dis, OK, si j'achète une usine, si je décide de faire une acquisition d'entreprise, si je décide de vendre maintenant au lieu de vendre dans 10 ans, c'est quoi l'impact? C'est très terre à terre aussi. Puis je pense que l'entrepreneur, autant qu'il est visionnaire, mais autant il doit prendre des décisions sur des faits ou des hypothèses les plus crédibles possibles. Puis nous, c'est ce qu'on aime faire. Tu dis, OK, tu t'en vas vers là, je vais te dire c'est quoi qui t'attend. Un peu comme un GPS. Tu sais. GPS, il va te dire la manière la plus courte. Il ne va pas t'empêcher de tourner si tu veux tourner à gauche avant 3 rues avant qu'il t'avait dit. Il va te laisser tourner. Il va te dire, OK, bon, tu as tourné là. Voici maintenant qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour atteindre ton objectif. Ça va peut-être être un peu plus long. Peut-être que ça va être un peu moins beau.
Ou peut-être que ça va être plus rapide, puis finalement, crème, c'était pas un mauvais move. Hein? Mais pour valider ça, il faut recalculer, un peu comme notre GPS. Recalculer, recalculer, recalculer. Puis un plan financier pour atteindre la liberté financière, c'est pas un moment dans notre vie où on le fait. C'est des moments. C'est-à-dire que le plan, dès que je le termine, puis qu'on se met d'accord avec mon partenaire client, puis dit, regarde, on va faire ça à partir de maintenant, c'est une hypothèse qui est presque désuète le lendemain. Plus ou moins, mais c'est juste pour dire la vie change. Et l'important, c'est que autant que l'entrepreneur doit être agile dans la gestion de son entreprise, autant ton conseiller ou celui qui t'accompagne là-dedans doit avoir une vitesse d'exécution aussi agile que toi. Parce qu'il faut qu'il soit là, même si toi, tu n'y as pas pensé, il va dire « Ah, fais attention, il y a un nid de poule là, il faudrait faire attention. » On va passer à côté, mais voici c'est quoi l'impact. Fait que c'est toujours une question de décision, impact, ainsi de suite. Puis encore une fois, tous mes entrepreneurs et tous les entrepreneurs avec qui j'ai parlé, une fois qu'ils ont une bonne information, et ça les empower, qu'on appelle. Ça les engage dans leur plan, puis ça leur permet de faire des choses différemment. Puis un peu comme un coach au gym, tu peux aller t'entraîner tout seul, tu peux t'entraîner avec un body-body, ou tu peux t'entraîner avec quelqu'un qui a une compétence supérieure à la tienne dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire que, je veux dire, tous les athlètes d'élite, ils sont meilleurs que leur coach à exécuter ce qu'ils font comme entrepreneur élite ou comme athlète élite. Mais à la fin de la journée, là, c'est la vision extérieure dans différents. C'est qu'encore une fois, ils réussissent à s'entourer. Nutritionniste, entraîneur physique, physio, psychologue au niveau du mental pour s'assurer qu'il y a d'un bout de rough. C'est un petit peu la même chose. Pour moi, un entrepreneur, c'est un athlète d'affaires. Puis toi, tu es cette personne qui est là pour l'épauler. Tu fais ça depuis plusieurs années. Oui. C'est quoi que tu vois dans ta pratique qui est la plus grande illusion financière des entrepreneurs? La plus grande illusion financière pour moi, c'est de dire qu'on peut travailler de façon a cappella, que j'appelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est les entrepreneurs ont une facilité à sortir du trouble aussi, à se mettre dans le trouble et sortir du trouble. À un moment donné, l'entreprise, c'est ton bébé et tu es au service de ton bébé. À un moment donné, le bébé, il faut qu'il grandisse. Puis souvent, les entrepreneurs évoluent peut-être un peu moins vite que leur propre entreprise. Ils agissent de la même façon que quand ils ont commencé. Pourtant, l'entreprise a pris de l'envergure. Est-ce que oui, c'était correct que tu mettes tous tes œufs dans le même panier au départ? Parce qu'elle en avait besoin. Il fallait que tu sois là à temps plein. Il fallait que tu mettes toute ton énergie. Tu as négligé ta famille. Tu as mis tout ton argent là-dedans. Tu t'es endetté. Mais une fois que tu as du succès, parce que moi, je travaille avec des gens qui ont déjà du succès, la plupart du temps, c'est de leur dire, « Hey, OK, là, il faut diversifier. Il faut gérer le risque. » Parce que le risque, là, que tu tombes malade, par exemple, à la jour 1 de ton entreprise, c'est un risque, mais l'entreprise, elle valait 0 la veille, puis elle vaut probablement 0 aujourd'hui. Là, tu as créé un patrimoine incroyable, mais toi, là, as-tu changé ton attitude? Puis tes attentes de ta famille, est-ce que tu les respectes ou est-ce que tu vas les atteindre éventuellement? Puis quand je parle d'attente, là, c'est souvent du temps. C'est pas de l'argent, mais l'argent nous achète du temps. OK? C'est que c'est ça la beauté de la chose. C'est que c'est de dire, OK, bon, ben, à la fin de la journée, si on ferme les lumières de l'entreprise, qu'est-ce que ça donne au personnel? Si on ferme les lumières au niveau personnel, qu'est-ce que ça donne à l'entreprise? Et ainsi de suite. Parce que tout est dans tout, puis il y a beaucoup de vases communicants, puis souvent, je dis, une des questions que je pose à un client, je dis, OK, si toi, tu n'es pas là demain matin, qu'est-ce qui se passe? Puis là, le point d'interrogation, là, il est gros. Puis ils vont trouver une réponse parce qu'ils sont bons, mais si tu grattes à 2-3 questions, tu te dis, ouais, c'est une bonne réponse, mais dans les faits, tu n'es pas prêt. Puis c'est d'amener cette idée de dire la liberté financière n'est pas égale à la retraite. Parce que des fois, on parle de liberté financière ou de retraite parce qu'on a été élevé dans une société où on vise la retraite. On commence à travailler puis on vise la retraite. La finalité. Moi, je vais être indépendant financier le plus tôt possible.
Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de travailler, mais je veux atteindre cet objectif-là. Puis je veux atteindre cette indépendance. Parce que la pure indépendance, là, nos entrepreneurs font des sous. Ils ont une belle voiture, une belle maison, une belle entreprise. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont indépendants financièrement. C'est ça, ils sont peut-être endettés, puis ça, on ne le sait pas. Exactement. Puis la machine, elle continue à alimenter le mode de vie, OK? Mais par défaut. Moi, je veux qu'on soit un petit peu plus by design, par ingénierie, dire, regarde, OK, c'est bon pour maintenant, mais est-ce que c'est soutenable dans le temps? Puis, est-ce que peut-être que tu veux commencer à penser à la phase 2, à la phase 3 et à la phase 4? Ça ne veut pas dire que tu dois aller à la phase 2, ça veut juste dire que tu es prêt pour la phase 2. Parce que la meilleure chose dans ta vie, quand il y a une opportunité qui passe ou un problème qui arrive, c'est que le train va passer. As-tu les moyens de rentrer dans le train puis acheter ton ticket? Oui, puis de ne pas réfléchir pendant 10 ans, je le prends-tu pas sur le bon moment. Une des choses dont tu as parlé, Fadi, c'est du fait que quand on a une entreprise, souvent, c'est un peu comme notre bébé. Donc, il y a des émotions qui sont reliées à ça. C'est quoi la relation émotionnelle que les entrepreneurs ont avec l'argent, de ce que tu vois? Écoute, il y a autant de relations que de personnes, mais de façon générale, les entrepreneurs, première des choses, ont décidé d'entrepreneurs souvent parce qu'ils ne voulaient pas de boss. Okay? Finalement, ils se sont ramassés avec plein de boss, qui sont les clients. Puis, puis à la fin de la journée, ils sont des fois devenus otages aussi de leur entreprise. Oui, parce que moi, j'entends souvent, quand tu es un entrepreneur, tu peux faire ton horaire comme tu veux. Non. Finalement, d'avoir une personne qui dit quoi faire, t'en as 100 personnes qui disent quoi faire. La relation par rapport à l'argent, il y a deux modèles. Il y a des modèles qui pensent qu'ils ont beaucoup d'argent puis qui peuvent soutenir leur mode de vie, puis que dans les faits, ils n'ont pas les moyens de leur mode de vie, puis ils ne pensent pas nécessairement plus loin ou ils n'ont pas pensé à certaines subtilités qu'il faudrait mettre en place. C'est que, oui, ça va fonctionner, mais ils sont après s'appauvrir indirectement. J'appelle ça une hémorragie lente. Ça va bien, j'ai l'air d'aller bien, mes choses sont payées, mais j'ai pas pris des décisions financières stratégiques parce que, dans le fond, c'est du tweaking là, que moi je fais là, avec les entrepreneurs qui sont déjà à succès, ils font des sous. C'est que moi, je viens modifier des choses qui vont être des accélérateurs de la liberté. Puis tu as l'autre complètement à l'opposé, qui lui vit de l'insécurité. Finalement, il a les moyens de ses ambitions, mais il pense toujours qu'il va fermer demain matin. Mon beau-père, il était comme ça. Mon beau-père, il disait, à chaque année, lui, il était dans une business que ça roulait beaucoup dans le temps des fêtes, dans les moments festifs. Puis, à chaque année, il y avait un creux. Puis, durant ce creux-là, il dit, mon Dieu, comment qu'on va s'en sortir? Puis, pourtant, il y avait probablement mais il n'y avait pas une vision, il n'y avait pas le miroir pour se calmer dans ces périodes-là, dire, hey, ça fait 15 ans que tu as ce creux-là, là. Reviens-en. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire durant ce creux-là pour le rendre plus productif? C'est que souvent, les gens nous voient comme des gens de finance, mais on est des gens aussi d'opération. On est des gens de mode de vie. Puis la mode de vie d'un entrepreneur, bien, c'est plusieurs choses. Dis-moi, quelle serait la première petite décision là, à prendre là, pour les gens qui nous écoutent pour aller vers plus de liberté? Bien, je pense que c'est première des choses, c'est prendre une photo de où ce qu'on est. OK? De s'arrêter, de prendre une pause, de dire, prendre une pause, tu peux la prendre seule. L'avantage de le faire avec un business thinker ou quelqu'un, un conseiller qui a un historique dans l'entrepreneurship, c'est de dire, OK, voici c'est quoi mon constat, voici où je suis rendu au niveau financier. Établir c'est quoi les paramètres de risque. Puis est-ce que j'ai un plan de contingence sur ces risques-là? Puis l'autre chose aussi, c'est de créer l'hypothèse, de dire, OK, si je continue comme ça, qu'est-ce que ça me donne? Parce que encore une fois, l'argent, c'est pas la fin, c'est les moyens. C'est le moyen de s'y rendre. C'est que c'est de venir valider, hey, ce serait plate de partir vers Vancouver, puis de ne pas savoir qu'on s'en va vers Halifax, complètement à l'autre bord. Bien, la seule façon de le savoir, c'est de te situer dans le temps, de te situer dans ton espace. Mais se situer dans ton espace, il faut que tu saches où ce que tu es présentement pour savoir où ce que tu vas. Puis ça, c'est le premier diagnostic. Puis après ça, de venir challenger les stratégies qu'on a mises en place.
que ce soit notre compagnie de gestion, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce que j'ai une fiducie, est-ce que j'ai les protections nécessaires personnelles, est-ce que j'ai un plan de contingence au niveau opérationnel, au niveau de mon entreprise, à quel moment je dois évaluer mon entreprise, si je veux la vendre, est-ce que je devrais l'évaluer aux 5 ans, est-ce que je devrais l'évaluer 1 an avant de la vendre, c'est toutes des choses qu'il faut adresser en temps. Puis, lorsqu'on ne l'a jamais fait, ça peut paraître gros, parce que là, il dit hey, il va venir brasser la sauce solide. Là. Mais non, le travail, une fois qu'on rentre dans cette réflexion-là, c'est plutôt intéressant, puis c'est plutôt le fun. C'est juste que souvent, l'entrepreneur, il voit la finance comme... C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'accotent sur leur comptable, que j'appelle, parce que le comptable, il a vraiment une expertise financière qui est des fois intimidante. Mais ils gardent ça dans la pure finance, l'état financier, le bilan. Tu sais, c'est très théorique, c'est très mathématique. Puis l'entrepreneur, c'est pas souvent, c'est plus un créatif, un fonceur, un leader. C'est beaucoup de confiance dans le comptable, mais le comptable, il va te donner ton diagnostic de l'année passée. Il va pas te dire dans 20 ans, voici ce qu'il faut que tu fasses pour continuer à t'enrichir, puis envoyer tes enfants à l'école privée, puis les soutenir s'ils veulent aller étudier à l'université à l'extérieur, puis de soutenir tes parents parce qu'on est souvent la génération sandwich aussi, comme entrepreneur, dans la fleur de l'âge, là, autour de 40, 50 ans. Nos parents ne sont pas décédés, nos enfants sont encore dépendants. J'appelle ça, on est le ballonné puis le jambon dans le milieu. Là. On est en sandwich. Il faut s'occuper de tout ce monde-là. Puis on sent cette pression-là. Mais est-ce qu'à part travailler plus fort, parce que moi, dans le fond, je ne suis pas là pour te faire travailler plus fort. Je suis là pour faire travailler ton argent de façon plus intelligente. Puis si, excuse-moi l'expression, mais si la marde pogne ou s'il y a un problème qui arrive en cours de route, bien, ça ne viendra pas déstabiliser l'ensemble du château de cartes. Oui, parce qu'on va avoir réfléchi à tout ça. Oui. Mais là, tu l'as dit tantôt, des fois, c'est une grosse bouchée, ça nous paraît grand. Tu sais, pour les entrepreneurs ou même les particuliers qui nous écoutent, c'est quoi le vrai coût de remettre ces questionnements-là et ces décisions-là à plus tard parce que tu trouves ça trop lourd? Bien, quand on parle d'argent, là, le temps est notre meilleur ou notre pire ennemi. Fait que si on n'a pas beaucoup de temps, il faut faire des rendements incroyables, voire impossibles. Donc, on demande trop au plan pour ce qui est capable de nous produire. C'est comme si on disait, oui, ça se peut que tu puisses te rendre à Québec, de Montréal à Québec, en 1h45, mais la vraie vitesse, c'est 2h30. C'est quoi les risques que tu prends de le faire en 1h45? Un accident, une contravention, blesser quelqu'un, il y a plein de choses qui arrivent avec. Dans le fond, il n'est jamais trop tard, mais il est toujours trop tard, il n'est jamais trop tôt. Dans le sens où on vit avec où ce qu'on est rendu, puis je pense que la culpabilité ne sert à rien. De dire, j'aurais donc dû penser ça avant, j'aurais donc dû faire ça avant. Non, t'es où ce que t'es. Un peu comme un coach d'entraînement. Il ne dit pas, ben, t'aurais dû commencer il y a 10 ans, tu serais plus en forme. C'est un peu plate comme réponse, là. Je ne peux pas retourner dans le temps. Je peux pas retourner dans le temps. C'est que je pense que le plus vite possible, tu sais, moi, j'ai des lions puis j'ai des bébés lions dans ma clientèle, tu sais. Puis mes bébés lions, ben c'est mes jeunes entrepreneurs, c'est mes jeunes professionnels qui commencent dans la vie. Puis dès que je les rencontre, c'est drôle comment leur enrichissement puis leur confiance en eux est beaucoup plus grande dans le temps parce qu'on sème la graine de la planification puis de la liberté financière rapide. Ça les suit constamment. Puis souvent, c'est eux qui commencent à nous challenger. Comment je peux faire mieux? Comment je peux faire plus? T'es-tu sûr que je suis correct? Ainsi de suite. C'est que la question, quand ils te posent des questions, tu vois, OK, le travail de coaching commence à rentrer. Là. Tandis que l'entrepreneur qui est plus mature, qui a amené son entreprise ailleurs, il n'est pas trop tard, mais fais-le le plus tôt possible parce que les choses ne vont pas s'améliorer. Le temps ne va pas améliorer les choses. Ça n'existe pas, ça, dans la finance, le temps améliore les choses. C'est que le plus tôt possible que tu le fais, le plus vite tu peux prendre action. Puis il y a des choses qu'on ne peut plus faire après un certain temps, OK? Ou qui vont être beaucoup plus difficiles à faire après un certain temps, parce que l'âge est quand même un facteur. Puis on a toute une date d'expiration. C'est que puis à la fin de la journée, on ne la connaît pas non plus. C'est que c'est encore plus difficile. C'est un objectif en mouvement constamment. C'est que je te dirais, puis aussi, si tu avais une meilleure information, tu prendrais peut-être des décisions différentes. Oui, bien c'est sûr que si on connaissait toute notre date d'expiration, ça ne serait pas la même chose. Ouais. Tu sais.
Mais l'insécurité de l'entrepreneur est quelque chose de réel, puis de quelque chose de presque permanent. Il ne va pas le laisser paraître, parce que l'entrepreneur, elle veut montrer qu'elle est forte, elle veut montrer qu'il est fort, qu'il est en contrôle, et ainsi de suite. Mais dans les faits, il y a une insécurité qui est latente. Et une fois que tu sais un peu plus où ce que tu t'en vas, mais ça diminue cette insécurité-là, puis ça te permet de prendre des décisions qui sont beaucoup plus stratégiques. Puis, tu sais, on a tout l'entrepreneur qui dit, ben là, je suis pas prêt, ou je suis pas prêt à vendre, ou je suis pas prêt à faire ci, je suis pas prêt à prendre une sabbatique, je suis pas prêt à prendre plus de vacances, je suis pas prêt à déléguer. Ben peut-être que tu n'es pas prêt parce que tu es insécure financièrement. C'est souvent relié à la finance. Dire, hey, si je donne ça à quelqu'un d'autre, vas-tu me mettre dans le trou de moi personnel? Je sens que ça parle tellement à plein de monde, là, ce que tu es en train de dire. Mais c'est par ignorance, c'est par défaut, et c'est pas par le fait qu'une fois que tu as l'information, voici ce que tu as fait, voici où ça va t'amener. Regarde, es-tu confortable avec la photo dans le futur? Tu sais, il y avait avec le AI, là, on peut se voir quand on va être plus vieux. Là. Fait que si tu n'aimes pas ce que tu vois, OK, ben, on peut déjà prendre des mesures en conséquence. Mais si finalement, tabarouette, c'est beau et chaud ce que tu vois, ben peut-être tu vas prendre des décisions pour ton entreprise qui sont un peu différentes. Puis ça va t'amener un courage que tu n'aurais pas eu au préalable. Parce que là, tu te sens en contrôle. Je pense que c'est juste ça. Fait que moi, je retiens, Fadi, qu'il faut prendre une photo dès maintenant pour pouvoir ensuite enligner notre GPS comme il faut, même s'il y a des recalculs en cours pendant le trajet. J'aurais pas pu dire mieux. Merci beaucoup, Fadi. Merci à toi. Vous cherchez des conseils adaptés à votre vie? Contactez l'équipe de Sidaros et Associés IG Gestion privée de patrimoine au sidarosetassociés.ca. Parce que derrière l'argent, il y a les gens. Liberté planifiée, une production M105. IG Gestion de patrimoine incorporé, cabinet en planification financière. Ce contenu contient des renseignements de nature générale seulement. Son but n'est pas de fournir des conseils juridiques, fiscaux ou de placement personnalisé, ni de vous inciter à acheter des titres. Fadi Sidaros est entièrement responsable du contenu. Il convient d'obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle auprès d'un conseiller ou d'une conseillère IG.